Alors, nous allons entamer la prochaine séance. Alors, bienvenue pour tout le monde qui se joint à nous de partout à travers le monde. Nous allons entamer une discussion sur l'Observatoire immunologique mondial, une carte météorologique des virus et prémices, opportunités pour le diagnostic et la thérapeutique. Je suis Ligia Pinto. Je suis directrice de la direction des vaccins, de l'immunité et du cancer au Laboratoire national de recherche pour le cancer de Frédéric aux États-Unis, qui comprend les laboratoires de sérologie HPV et COVID-19, ainsi que le laboratoire d'immunoprévention du cancer. Donc, j'ai rejoint ces domaines pendant les années de mon travail. Nous avons établi donc une initiative en 2016 qui était donc chapeautée par la Fondation Gates, entre autres, et notre travail à établir en 2022 de l'Institut national du cancer et le Séronet, National Cancer Institute Serological Science Network. Cet effort visait à étendre la capacité des États-Unis à effectuer des tests sérologiques sur le SARS-CoV-2 au niveau de la population et à faire progresser la recherche sur les réponses immunitaires d'infection et à la vaccination par le COVID-19. Nous avons parmi nous le docteur Michael Mina et Alison Tina. Michael Mina est médecin scientifique et directeur fondateur de l'Immune Observatory, une organisation à but non lucratif basée à Boston qui travaille à l'intersection du développement d'essais immunologiques à haut débit et à des mathématiques en vue de la mise en place d'une surveillance immunitaire mondiale. Il est également chef de sciences, Chief Science Officer de l'EMED, où il dirige le programme Test to Treat des National Institutes of Health et joue le rôle de conseillère en santé publique auprès du gouvernement fédéral et des États américains, des gouvernements internationaux et de nombreuses entreprises. Avant d'occuper ce poste, il était professeur d'épidémiologie, d'immunologie et de maladies infectieuses à Harvard. Avec des collègues de Princeton, du Wellcome Trust et des National Institute of Health des États-Unis, il a développé l'idée d'un observatoire immunologique mondial qui pourrait servir de système météorologique mondial pour les virus. Bienvenue, Dr. Mina. Merci. Je vais commencer tout de suite. D'abord, je voudrais vous parler un peu, peut-être reculer un petit peu dans les diapos. Je vais vous parler donc d'un observatoire immunologique mondial. La notion de cette conception n'est pas à discuter. Je vais vous parler des technologies et des approches qui pourraient soutenir cet observatoire. La conception de cet observatoire a eu lieu il y a 10 ans et on a mis au point des technologies et des outils pour le soutenir. Nous voulions donc avoir une approche mondiale qui pourrait se prolonger au-delà des maladies infectieuses. On voudrait avoir des technologies pour détecter les anticorps et des bactéries qui soient plus avancées. Je voudrais parler aussi de comment on peut faire financer ces outils pour que nos initiatives puissent porter fruit. D'abord, je vais peut-être passer quelques diapos parce qu'on parle d'abord de surveillance. J'ai dû réinsérer quelques diapos dans ma présentation parce qu'on est donc à la fin, entre guillemets, de la COVID. Les gens dans cette salle ne croient pas que... En général, les gens ne croient pas que la sérologie est quelque chose qui puisse fonctionner avec d'autres systèmes. Je parlais avec la Maison-Blanche, le département de défense aux États-Unis, et on
on me dit que la sérologie ne fonctionne pas ou que les tests pour les anticorps ne fonctionnent pas. Mais ils disent, eh bien, les eaux usées, c'est là qu'on devrait tester. Alors, j'ai dû revenir à zéro pour comparer le travail de 2012 pour expliquer pourquoi les tests antigènes ont leur place dans la santé publique. Il y a des personnes, décideurs, qui prennent des décisions qui ont perdu le nord. On a besoin d'expliquer pourquoi le fait de tester pour les anticorps peut être différent des tests PCR, les forces, les faiblesses des deux. Il faut expliquer tout cela. C'est là qu'on est rendu. Je vous donne un exemple. Cet exemple provient de plus tôt dans la pandémie, lors de la pandémie. On s'est tourné vers les infirmières à Massachusetts et on disait que les résidences de soins de longue durée devaient faire passer des tests pour tous les résidents. Et sinon, on allait leur retirer leur financement. Le PCR pourrait vous donner donc un test représentatif de peut-être 5 %. Si vous avez aussi la sérologie pour soutenir vos données, vous avez une confirmation qui peut être beaucoup plus précise. Si vous avez un statut de 55 de taux d'anticorps positifs, c'est vraiment préoccupant et vous devez y alloquer des ressources. Alors, la participation de la sérologie à d'autres plateformes de tests est très importante. Pour expliquer pourquoi la sérosurveillance est appropriée, où est sa valeur, eh bien, il est très facile pour messieurs et madame tout le monde de dire que les tests de sérologie ou de virologie ne peuvent pas nous expliquer les éclosions parce qu'il peut y avoir une réponse d'anticorps. C'est très myopique comme perspective. Mais il faut regarder la durabilité des signaux, des réactions d'anticorps. Si on compare, par exemple, un test PCR qui prend peut-être 3 ou 4 jours à être positif après l'exposition, et on peut comparer les tests pour les anticorps qui prend 12 jours. Les gens ne veulent pas prendre 12 jours, mais la durabilité des signaux compense en fait. Il faut comprendre les mesures et pouvoir les expliquer aux décideurs politiques. Ça, c'est vraiment essentiel. Cela est un modèle qui a pour base donc l'âge de la population et d'autres. Mais si on regarde les différents groupes qu'on va tester à différents intervalles, à quel point est-ce que c'est probable de détecter une nouvelle éclosion si on compare les pommes aux pommes et on dit que voici un test PCR et on le compare donc au test d'anticorps. On voit qu'il y a des pourcentages de population assez élevés. Donc, le délai de réponse devient important si il y a beaucoup de gens. Mais si on teste 5 % de la population, la détection anticorps est plus puissante et non pas moins puissante pour la détection d'une éclosion. Et il y a beaucoup de choses qui sont derrière ces résultats, mais du côté bleu, on voit que on peut détecter plus rapidement la présence d'une maladie quand on teste à plus petite échelle. Les tests sérologiques évaluent généralement les anticorps ou quelques pathogènes à la fois. Et il y a une bonne raison à ça.
Maintenant, on est dans un autre espace. Si on peut travailler à ce que ces technologies soient plus disponibles et plus robustes et qui fonctionnent mieux en clinique, eh bien, tout d'un coup, la question de la valeur des tests sérologiques est inversée. On peut faire beaucoup avec des gouttes de sang. Alors, avec un test Luminex, on peut faire énormément de tests. Et le coût peut être moins que 10 dollars pour détecter des centaines de milliers d'anticorps. Voici un exemple. Il y a beaucoup de technologies de base. Moi, je me sers de IRScan depuis des années. Et donc, c'est un affichage par précipitation, par immunoprécipitation et séquençage. Vous pouvez donc télécharger les protéines et des protéines. On peut ajouter des centaines de pathogènes. On peut ajouter le protéome humain aussi. Les phages sont vraiment formidables. On n'a pas besoin de les synthétiser à chaque fois. C'est gratuit. Une fois que tout est dans le phage, et on sait que ce sont comme des petits robots qui présentent des peptides sur la surface, et cela devient leur propre ELISA. Ainsi, on a des signatures comme celle-ci. On voit que chaque colonne est une personne ou un enfant, et on voit les épitopes qui sont donc liés à la personne. La densité de la couleur reflète l'anticorps. Il y a un profil pour chaque personne. On peut voir les épitopes d'anticorps que les gens reconnaîtraient. Et il y a d'autres qui sont très uniques. Il y a beaucoup de diversité. Je vous passerai notre processus. Ce qui est bien de cette diversité-là, c'est qu'on peut construire des cohortes longitudinales. Ici, on veut regarder les anticorps de la rubéole plutôt. L'axe Y ne suit pas les anticorps. Il s'agit d'épitopes. On reconnaît des épitopes de chaque individu. Il est difficile de tout tracer, mais on a énormément de données qui en résultent pour la rubéole. Voici la rubéole et le rougeole. Ça, c'est pendant plusieurs jours. Ici, on a des centaines de pathogènes. Avec moins de 2 microlitres de sang, on a toute une gamme de profils sérologiques distincts pour chaque pathogène et pour chaque enfant. Alors, si on redimensionne le test, on peut utiliser ça pour la santé publique dans le domaine de la séroscience et l'économie est très avantageuse. Ainsi, on peut faire le suivi de cancers, de maladies neurodégénératives, de réponse, par exemple, la réponse corporelle au vaccin pour la grippe peut déterminer, par exemple, l'information sur la stabilité de notre répertoire d'anticorps lorsque on est déstabilisé. Il y a des informations sur notre santé immunologique qui peut nous donner peut-être des indices sur la durée de vie d'une personne. Dans chaque colonne, on voit qu'il y a donc EBV, RSV, rhinovirus, etc. Ce qu'il faut remarquer, c'est que on dirait que c'est un code barre pour chaque personne. Et
C'est, c'est un genre de stabilité ici. Quelqu'un a été infecté par l'influenza A et l'autre, c'était influenza B plus tard. On voit qu'il y a les mêmes anticorps qui ont été réactivés. La sensibilité de ce test, parce qu'on regarde les épitopes et des anticorps pour des pathogènes donnés, est assez élevée. Donc, la spécificité est très élevée parce qu'on a une pléthore de plateformes. On a des réseaux et des plateformes multiples qu'on peut employer pour voir la réactivité. Aussi, donc, une façon de mettre à contribution cette stabilité. Des milliers d'échantillons sont jetés à la poubelle, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit des sociétés pour les donneurs de plasma. Si on pouvait en fait faire en sorte que on récupère ces échantillons avant qu'ils soient jetés, ce serait remarquable. Il y a là-dedans des cohortes longitudinales qu'on pourrait utiliser. On n'a pas l'identification des personnes et en général, on n'aura pas accès à cette information trop facilement. Mais ce qui existe à l'intérieur du sang, c'est un code barre et on peut dire, eh bien, ce sang-là vient de la même personne qui est venue à cette clinique ou à cet hôpital il y a un an. Il y a bien sûr des soucis éthiques à considérer, mais en même temps, il s'agit donc d'un échantillon anonyme et aléatoire. Si on regarde les profils que nous avons, des dizaines de milliers de personnes, tout le monde a une réponse unique. Moi, je suis jumeau identique, mais ma réponse n'est pas semblable à mon frère, à celle de ma frère. Je ne vais pas donc m'étendre trop là-dessus, mais ici, nous avons pris 800 échantillons de façon aléatoire et nous avons donc mis en évidence les données en reconstruisant. On va peut-être reculer. C'est une reconstruction, en fait. On a commencé avec quelque chose qui ressemble à donc nos 800 échantillons. Et il y avait donc un répertoire d'anticorps. Il y a donc la rougeole et la rubéole qu'on a considéré. On se demandait si on pouvait tirer de ces échantillons anonymes. On voulait savoir si on pouvait recréer des cohortes longitudinales. On peut le faire, oui, avec beaucoup de précision. On peut aussi nous servir donc on peut descendre jusqu'au niveau d'aminoacides. Et on peut ainsi cibler les anticorps. Et je sais que quand on parle de sérologie, on peut être mal à l'aise. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un anticorps, un spike protein? Qu'est-ce que ça veut dire de calculer la moyenne? Si on avait des anticorps pour chaque partie, pour le protéome, pour le virus SARS-CoV-2, eh bien, on peut le faire pour le prix de beaucoup plus de tests. Voici donc le protéome dengue. Il y avait donc une quarantaine de personnes atteintes du virus Zika et l'autre du virus dengue. Ici, on a l'image de qui a. On voulait voir si on pouvait distinguer de par nos outils qui avait le dengue, qui avait le Zika. On a trouvé qu'il n'y avait pas d'épitope qui distinguait un virus à l'autre. On ne pouvait pas voir avec des méthodes normales et suggestives
un virus par rapport à l'autre. Mais lorsqu'on faisait donc plus d'analyse pour voir, on a commencé avec notre premier réseau neuro et on avait une discrimination à peu près de 20%. Et si on ajoute un ensemble d'échantillons, on peut mieux distinguer, et ce sur une trentaine ou quarantaine d'échantillons. Ça aurait été donc un outil important au début du virus Zika, lorsqu'il y avait des sociétés pharmaceutiques qui mettaient au point un test commercial. Et cela a eu des conséquences vraiment graves pour quelqu'un qui était atteint de dengue. Les personnes se posaient la question, est-ce que je dois faire avorter mon fœtus? Ce sont de grandes questions. Donc, la provenance du sang peut être multiple. Nous faisons des calculs statistiques pour essayer de déceler des billets. Mais il y a toutes sortes de façons d'obtenir du sang et on n'a pas besoin d'obtenir le sang à partir d'études sérologiques et d'études de sérosurveillance. On peut agir rapidement. Par exemple, une société comme Pfizer a des milliards de dollars qui peuvent dépenser pour des programmes de surveillance s'ils peuvent mieux comprendre la circulation du virus pour mieux définir où ils vont faire leurs essais par région. Alors, il y a beaucoup d'applications. On a fait un projet pilote avec Octapharm. Eux paient les gens pour donner leur plasma. Il s'agit d'un projet lucratif. Nous avons pu traiter de millions d'échantillons parce qu'il y avait cette société qui nous a payé pour analyser ce sang-là. On n'avait pas à se tourner vers le gouvernement pour le financement. Eux nous ont financé. Ils ont financé les logistiques aussi. Ici, on voit qu'on a dû tout stocker dans des congélateurs pendant la pandémie. Il fallait que notre équipement soit bien branché au courant constant. L'argent, c'est ça que ça peut faire. Ça ne se passerait pas ici à Harvard, j'imagine. On peut aussi faire un test avec la salive. Donc, on peut prendre ça de la bouche et vous auriez donc une représentativité de répertoire d'anticorps ainsi. Il y a de nouvelles façons de faire. Je pense que c'est vraiment dimensionnable. Il y a la possibilité de faire beaucoup plus de tests multiplex, que ce soit pour les maladies anti-immunitaires, le cancer, des maladies autodégénératives. Il y a des milliards et même des milliers de milliards de dollars qui sont en jeu. Mon espoir, c'est que ça pourrait être une approche dans le futur d'exécuter les tests pour nous prévenir contre les maladies infectieuses et aussi qu'on puisse mettre à contribution les technologies et les façons de faire là où normalement on n'en a pas. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer donc à la docteure Alison Spallman. Elle est donc épidémiologique spécialisée en maladies infectieuses et elle est donc conseillère principale et chef d'équipe et centre de recherche sur les vaccins du National Institute of Allergy and Infectious Disease.
où il dirige actuellement le programme Prémisse. Bon après-midi tout le monde, merci de m'accueillir. Ce fut vraiment une belle réunion jusqu'à là et je crois vraiment que Prémisse est une opportunité de partenariat pour Emmanet parce que notre programme n'existe pas sans échantillon et sans accès donc aux biobanques et le travail dont on parle. Humanet, je voudrais vous parler un peu plus de notre programme. Donc, nous sommes donc fondés à NIH et effectuons des recherches en ressources fondamentales afin de faire des découvertes permettant le développement de nouveaux vaccins et des produits biologiques ciblant des maladies infectieuses importantes pour la santé publique. Nous sommes une entité à l'intérieur du NIH et nous sommes donc concentrés sur les VRC. Vous voyez que nous nous concentrons sur les virus et d'autres entités. Je voulais vous expliquer de quelle façon nous sommes uniques à l'intérieur du NIH. Nous avons la capacité de faire en sorte que les produits soient en phase 1 de leurs essais. Donc, ça commence avec notre groupe donc, de traduction et de découverte. C'est à Maryland que nous avons ce laboratoire. On a aussi à Maryland, notre laboratoire pour faire le développement des processus. Nous avons aussi un groupe à Frédéric qui produit des vaccins et fait aussi la production monoclonale. Et ensuite, cette production revient donc à notre clinique d'essai clinique à Bethesda. Ensuite, on s'en va à la fin à notre laboratoire à haut débit pour les essais immunitaires. En général, pour Premise, et je vais vous en parler un petit peu, nous n'avons pas le sentiment de ce que nous faisons va être nécessairement mis à la disposition du VRC, mais on peut parler donc du marché, qui soit commercial, limité ou autre. Nous avons une capacité peut-être de mettre de l'avant des produits qui n'intéressent pas nécessairement les sociétés pharmaceutiques. Premise est né il y a environ 2 ans et demi, donc après l'émergence de la pandémie. Et on voulait répondre à la question, à savoir comment on peut se préparer pour une pandémie. Il y avait des gens qui se demandaient pourquoi notre travail est nécessaire. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes donc un programme de découverte réactive anticipée et de contre-mesures basées sur le CRFV indépendant. Notre objectif, c'est de créer un dépôt préventif des contre-mesures immunologiques, des essais immunitaires et de connaissances spécifiques. Donc, on voudrait produire des produits cliniques qui pourraient être produits par nous ou par nos partenaires. Nous voulons donc faire une analyse immunitaire de cohortes humaines pour détecter la réactivité contre les virus pandémiques. On voudrait faire en sorte que les produits soient disponibles au public le plus vite possible. So we get a lot of questions about what is premise not, and so I just wanted to differentiate for a moment. So as I mentioned, we are. Je voulais distinguer entre ce que c'est et n'est pas le premise. Nous sommes agnostiques quant aux pathogènes. Nous nous intéressons à la transformation en produits cliniques. Nous sommes pas un réseau de surveillance, mais nous avons besoin de ces réseaux pour alimenter notre travail et nos progrès. Nous ne sommes pas un système de préalerte. On n'est pas du tout outillé pour ça. Comment travaillons-nous? Ici, on voit tout à fait pourquoi quelque chose comme Himenec serait d'un si grand intérêt pour nous. Nous avons besoin de PBMC. Alors, c'est un défi, mais nous avons réussi à surmonter ce problème jusqu'à maintenant. On a un groupe qui fait de la découverte de virus, de personnes, c'est tout petit, qui fait de la sélection descendante, ensuite la conception de l'antigène, qui informe notre groupe de sérologie à Gatesburg, au Maryland. Ensuite, on fait le travail d'identification des cellules B pour développer les anticorps et l'analyse fonctionnelle pour aboutir à nos produits. Danny Duick
qui est un des chercheurs principaux, a un système rapide d'identification d'antigènes, RAPIG. On ne m'a pas consulté pour le nom. Il faut seulement 6 jours pour identifier jusqu'à 500, parfois 1000 cibles d'anticorps. Je suis très contente de voir que dans ce flux, on est capable de faire des tris de cette nature. C'est tout un processus extrêmement intéressant et Lawrence Livermore, le laboratoire national en Californie, travaille avec nous sur l'optimisation des anticorps. Maintenant, on a 88 ou peut-être même 99. J'ajoute des virus sans cesse à notre liste. Ce sont des virus que nous avons l'intention de cibler. C'est un objectif ambitieux, mais stratégiquement, on espère avoir quelque chose sur les tablettes pour tous ces virus dans le temps. Et on priorise les virus qui se transmettent aux humains, mais on a les zoonotiques aussi. Notre principale technique de sérologie est la plaque MSD. Nous travaillons avec eux pour développer des plaques personnalisées ou sur mesure. Je sais qu'il y a des gens ici qui travaillent avec eux aussi. Nous voulons que ces produits deviennent commercialement disponibles. C'est bien pour eux. On n'y a aucun intérêt commercial. Voilà la première plaque que nous avons aidé à développer. Ça marche très bien. Et c'est basé sur une étude observationnelle de cohorte qui est en cours. Daniel, qui va présenter tout à l'heure, a fait toute notre analyse de données. C'est une étude de cohorte, une cohorte d'enfants aux États-Unis. Et c'est pour ça que ces virus sont sur ce panel. Mais la semaine prochaine, notre premier panel régional va être publié, développé en collaboration avec nos partenaires stratégiques. Je vais les présenter dans un instant. Mais c'est un aspect très intéressant de notre travail. On leur pose la question, qu'est-ce qui vous préoccupe? On va le mettre sur une plaque. Ça, c'est pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Ensuite, il y a l'Asie et l'Australie et l'Europe. Nous pouvons produire des protéines chez nous avec une équipe de 2 personnes. Des fois, on a des partenaires externes pour la production de protéines. Vous connaissez notre plan de domination du monde des virus plutôt. Voici notre réseau actuel. Une bonne partie de mon travail constitue à le développer. Nous n'avons pas de site canadien. Nous cherchons un partenaire et je suis sûr que je vais en trouver un ici. Mais il y en a qui sont en développement et d'autres qui sont déjà établis. Nous avons des ententes de collaboration de recherche. C'est le principal outil. C'est essentiellement de laboratoire à laboratoire. On ne travaille pas avec de grandes organisations. Et ce sont surtout des laboratoires universitaires de recherche, des gouvernements parfois, mais c'est surtout du travail de pair à pair. Nous sommes 6 au total. Vous pouvez faire attention qu'on est une grosse organisation, mais non. Voici une liste de nos partenariats internationaux et américains, 14 internationaux et 10 qui sont en cours d'établissement. Bon, rapidement sur nos relations avec nos partenaires. Nous offrons à nos partenaires de profiter de nos technologies, de voir ce qu'on peut faire et on reçoit des gens dans nos laboratoires. Les partenaires peuvent fournir des échantillons. J'en ai parlé ce matin. Peut-être que vous n'avez pas d'échantillons. Vous pouvez rappeler des gens. Vous pourriez faire de nouveaux essais ou de tests. Bon, on ne peut pas accorder des financements, mais nous soutenons nos partenaires d'autres façons. Je termine sur certains de nos projets actuels. Qu'est-ce qui s'en vient? Le EV266 est en cours. On travaille avec le CDT sur un essai sérologique spécifique pour la variole simienne et on a des projets de développement d'anticorps neutralisants. Tout ça développé avec nos partenaires principaux, l'Université de Singapour,
les laboratoires Rocky Mountain aussi, si on devait faire des essais humains, on chercherait un partenaire international. Bon, Hunina Machupo, Nora Kuche, FTC est un bon exemple de l'avenir de nos collaborations. Ce qu'on prévoit maintenant, on envoie des les gens de la Corée vont venir chez nous, développer, travailler sur notre technologie et nous espérons que ce sont eux qui vont travailler sur des essais sur les humains parce que c'est endémique là-bas et pas chez nous. Alors, on espère que c'est par ce biais-là que le produit arrivera sur le marché. Nous avons plusieurs projets avec l'hôpital Shiva en Israël et le virus du Nil occidental est une de nos collaborations. La question étant, quels sont les besoins du pays? Et bon, on a plusieurs projets. Par exemple, on examine les pèlerins qui se rendent au Hajj et en reviennent. Voici notre équipe. À droite, vous voyez notre directeur de programme. Nous n'avons que 6 employés, mais nous avons plusieurs personnes qui nous aident. Ils se figurent sur cette photo. Merci. Merci beaucoup. Et je vais aborder quelques questions. Peut-être d'abord, si vous pourriez tous les deux réfléchir aux défis techniques et logistiques principaux. D'abord pour établir et pour maintenir ces projets et ensuite les traduire en quelque chose qui va avoir un impact en santé publique. Oui, bien sûr. Les défis techniques sont multiples à tous les niveaux. Tout dépend du produit en développement, mais pour en faire quelque chose qui... le travail doit être fait au bon endroit. C'est surtout dans les laboratoires de recherche universitaire que le travail a fait. Quand on sort de ce monde universitaire, on se rend compte que les universitaires ont peu d'expérience, des efforts de contrôle de la qualité, de gestion des gens et tout ça, le genre de choses qui se fait sont dans les entreprises privées. Bon, ça c'est quelque chose d'important. Bon, si on pouvait faire ceci, ça accélérerait tout le processus de traduction, donner aux doctorants et aux postdocs et aux médecins une formation sur toutes sortes de choses. Comment développer des produits qui vont être utilisés à des fins de diagnostic, ou qui vont devoir être réglementés. C'est une science en soi. Même les entreprises sous-estiment et 3 ans plus tard, ils n'ont toujours pas abouti à quelque chose et ils doivent fermer. Et la plupart, d'ailleurs, sont dirigés par des universitaires en partant, ou les chercheurs. Bon, avoir cette formation sur ce qui pouvait se faire, ce serait intéressant que ça pénètre dans le monde universitaire de façon significative. Ce n'est pas tout à fait votre question, mais je voulais quand même le dire. Je suis tout à fait d'accord à 100%. Bon, ce n'est guère une surprise pour qui que ce soit ici. Il y a une diminution de l'intérêt pour la préparation aux pandémies. Ça, c'est notre préoccupation principale. Ce n'est pas seulement une question financière, mais il faut que les gens comprennent pourquoi on fait ce qu'on fait. Quand je sors et que j'explique aux gens et que j'explique que je fais, les gens disent « Ah, ça n'arrive que tous les 100 ans. Pourquoi vous vous intéressez à ça ?» C'est un grand problème. Et l'autre qui a été mentionné ce matin avec nos collègues de l'OMS, les problèmes de marché sont une préoccupation pour nous. On travaille sur des choses pour lesquelles il y a un intérêt financier ou industriel, commercial. Comment surmonter ce problème? C'est un défi que je garde à l'esprit parce que là, on travaille fort pour développer des produits, mais comment les rendre disponibles aux gens à plus grande échelle, ça va être un défi. Et un point plus mineur, obtenir des cellules, les garder, les transmettre aux partenaires ou les recevoir, c'est un défi parce qu'on en a besoin pour travailler. Bon, une autre question. Docteur Mina,
à partir du moment de la conception jusqu'à la validation de vos technologies. C'est parce que c'est très compliqué, valider ces technologies pour une utilisation finale. Combien de temps ça peut prendre? Bon, si vous remontez à la toute première conception, comment imaginer concevoir un ou un essai multiplex? Ça peut prendre des années. Mais est-ce que vous validez à des fins de laboratoire, pour la santé publique ou à des fins thérapeutiques? Les exigences sont très différentes selon le cas. Ma réponse, c'est qu'il faut le faire morceau par morceau. Bon, pour amener ces outils sur le marché, c'est de trouver des analystes qui sont d'un intérêt, peut-être parce que la Croix-Rouge doit les mesurer dans toutes les unités qu'elle collecte. Bon, trouver quelques analystes qui peuvent être bien interrogés. Enlever 99,9% des autres analystes identifiés en même temps et se centrer sur le petit nombre d'analytes d'intérêt que vous voulez faire accepter par les autorités sont efficaces. Bon, vous pouvez valider les autres au fur et à mesure. Votre prochain pathogen d'intérêt. Quand on parle de centaines de milliers d'analytes, il faut procéder par étapes. Et certaines ne seront jamais validées. Ça va vivre dans le monde de la santé publique et validé par moment dans le cadre de tel projet de recherche. Il y en a trop pour que ce soit faisable. Mais vraiment, il faut identifier les analystes qui, financièrement, il est logique de développer et de continuer sur ce chemin. Donc, aller vers la validation la plus robuste possible. Bon, et dans le cadre du programme PREMIS, vous avez dit que vos collègues traduisent vos résultats en produits cliniques. Quels sont vos meilleurs candidats? Est-ce que vous pouvez en parler? Où en êtes-vous où en êtes-vous à la phase 1 ou 2? Non, c'est bien avant ça. Sur les 6 grands, bon, le processus monoclonal pour le virus du Nil occidental. Bon, on fait de la science fondamentale, essentielle. Bon, on n'aura aucun produit pour un moment pour des essais cliniques. C'est celui-là le plus, le STMTSE, l'ASA, CCHF, ASAF et l'ANIA. Et c'est un mélange intéressant parce que le LANIA, bon, on n'a qu'une poignée de cas chez les humains jusqu'à maintenant. C'est une preuve de concept, surtout pour nous. Est-ce qu'on peut prendre une séance et arriver à un candidat d'anticorps monoclonal parce qu'on n'a pas accès à des échantillons humains? Bon, le Nil occidental, on a plein d'échantillons tirés d'humains infectés. À suivre. Merci beaucoup. Formidable. J'aimerais ouvrir la discussion aux gens ici présents. Est-ce qu'il y a des questions? Évidemment, les gens en ligne sont le bienvenu aussi. Bon, alors je vais aller avant Tim parce qu'il est plus... ces questions sont plus dures. Bon, quelques commentaires et des questions. Bon, la technologie FEPSI est une technologie très intéressante pour déterminer quel isotope devrait passer si on ne peut pas s'en servir facilement dans nos travaux de surveillance, il faut comprendre, travailler avec nos partenaires pour comprendre comment y arriver. Bon, Michael, vous avez dit assez tôt que nous ne sommes pas nécessairement vus comme importants. Les eaux usées, tout ça prennent le dessus. Oui, inondés ou noyés dans les eaux d'égout. Je n'avais pas compris le jeu de mots. Bon, pour FEPSI, quand j'ai assisté à la conférence en 2019, Charles Tui a fait le lien entre les infections AD16 aux infections neurologiques. C'est une petite causerie qui a regroupé une dizaine de personnes.
Bon, être à des conférences, aller à des séances et tout ça, c'est important. Bon, j'en viens à ma question. Et je vous félicite tous les deux parce que le travail que vous faites et les partenariats que vous établissez avec nous dans les laboratoires publics pour nous donner ces technologies, c'est fantastique, hein. Et comme quelqu'un qui aime avoir des accès, des approbations par courriel, j'ai envoyé un courriel à Steve Elledge à Hartford en 2019. J'étais jeune microbiologiste et il m'a répondu, il a dit, qu'est-ce que vous voulez en faire? X, Y, Z au Canada. Il a dit, pas de problème, le voici. Bon, bâtir cette expertise et nos capacités à l'échelle, c'est très difficile. Mais le cas d'utilisation en biologie, c'est l'alternative à la méthode génomique pour utilisation consensuelle afin d'identifier les affections. C'est très important pour développer notre expertise, même si nous sommes immanentes, on parle de sang. Vous avez tous les deux présenté des panels très intéressants. Vous parlez de comment les développer, qui peuvent être utilisés pour d'autres types d'échantillons. Vous avez mentionné la salive, mais le CSF, par exemple, ça pourrait être utile pour les gens qui font plus de l'intervention clinique. Excusez-moi. Bon, quelle séance intéressante. Merci. Bon, sur les conséquences à long terme pour les pathogènes, je reviendrai au CFF. Bon, ces outils sont fantastiques. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à développer ces essais. C'est pour montrer que les orions diminuent, ont une incidence qu'on connaît. Bon, alors ça a été une utilisation très importante. Nous avons pu montrer que les orions effacent les mémoires immunologiques des gens. Bon, les possibilités potentielles qui vont bien au-delà de la sérosurveillance sont considérables. Pour le CSF, rapidement, c'est tout simple, ça fonctionne très bien. Si vous cherchez des anticorps, si vous cherchez des choses plus compliquées, il faut aller d'un système de phage, d'un système phage à un autre système. La technologie s'est beaucoup améliorée. Vous pouvez maintenant mettre 500 ou 600 séquences d'acide et le système peut les traiter. Mais il y a tout un éventail d'autres technologies, du multiplex. On n'a pas nécessairement besoin de se limiter aux épitopes, aux anticorps. Oui, brièvement, nous n'avons pas utilisé la plateforme pour autre chose que le sang, mais c'est quelque chose qu'on envisagerait. Pour le DB68, nous étions limités, nous l'avons limité à la collecte de sang pour la première cohorte. Et puis des échantillons de muqueuse nasale recommandés pour la cohorte 2. Et la collecte de salive aussi. Donc, on élargit, mais on est très centré pour l'instant sur le sang. Prochaine question. Oui, elle s'adresse à vous deux. Michael, je suis dans une situation où je vois que Gates et al. Fonctionnent le Luminex. Bon, quand et comment est-ce que on pourrait, bon, étant donné le financement disponible, sont concentrés sur une seule méthode, et ce système Phage Array, bon, peut-on l'essayer en parallèle et quelles seraient les prochaines étapes? Bon, et pour Alison, une autre question. Bon, si je devais essayer de vendre ça aux partenaires dans le Sud, quel est l'avantage pour eux? Bon, le PMC, je n'ai pas clairement entendu. Bon, alors, la plateforme dans ce format actuel exige beaucoup d'expertise, c'est sûr. Nous avons formé de 10 à 30 laboratoires à l'utiliser. La moitié échoue parce que c'est assez compliqué. Une grande partie de ce que je fais avec l'Observatoire d'immunologie, c'est
prendre ces technologies et essayer de trouver des façons beaucoup plus simples. John Luminex. Pour ces technologies, il y a une voie très claire à suivre en évitant d'augmenter les coûts, surtout dans les séquençages nanopores. Il y a la voie est assez clairement tracée. Mais pour plusieurs raisons, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans le Luminex parce que historiquement, on s'en sert depuis un moment et il peut financer les actions plutôt que le développement de nouvelles technologies. Nous avons demandé à DARPA hier de l'argent pour sortir d'un laboratoire, d'un super laboratoire et de la recherche à quelque chose qui peut être applicable ou se faire dans n'importe quel laboratoire public. Et dans 5 ans et 100 millions de dollars d'investissement, pas 100 millions pour acheter des instruments, mais pour y arriver. Oui, merci Drew de poser la question. C'est important pour notre programme. Nous bâtissons des choses au fur et à mesure, mais le fondement de toutes nos collaborations, c'est une entente de recherche, un document légal qui signe d'institution à l'institution qui dit que nous sommes des co-auteurs du travail et des partenaires. Tout ce qui se produit est accessible aux partenaires. Et l'objectif pour les partenaires dans d'autres pays, s'ils fournissent des échantillons, ils auront accès à tous les résultats, toutes les séquences d'anticorps monoclonales. Par exemple, s'ils veulent faire des essais cliniques, ils peuvent le faire. Si nous trouvons un partenaire de l'industrie aux États-Unis, ils vont rester impliqués. Nous voulons que ces produits soient utilisés dans ces pays. Et c'est pour ça qu'on essaie de cibler des virus qui peuvent les intéresser. Nous le voyons comme un partenaire fort qui doit bénéficier aux partenaires en premier lieu. Prochaine question. Et oui, bon, merci pour ces excellentes présentations. Nous avons parlé des utilisations nationales de la surveillance, surveillance. Ensuite, l'international. Et maintenant, on voit que ça peut faire partie d'une entreprise mondiale de beaucoup plus grande envergure grâce à ces deux cas. Dans une perspective mondiale, je me demandais si vous pourriez tous deux donner vos opinions sur la gouvernance qu'il faut développer pour exploiter les possibilités de... Bon, ce que vous faites est formidable, mais je crois qu'il nous manque un agent qui pourrait faire en sorte que le travail se développe beaucoup plus. Si vous pouvez y réfléchir un peu. Quand Alison présentait, je me suis dit, nous avons créé la coalition pour la préparation à l'épidémie et bon, il y a 6 ans maintenant, c'était une occasion de commencer à travailler sur des choses qui étaient en phase 1 ou aller vers la phase 1. Et ensuite, il y a eu l'épidémie et il y a eu des virus orphelins, potentiels pandémiques, mais qui ne font pas partie de la liste des priorités des sociétés pharmaceutiques jusqu'à ça devienne vraiment viraux. Et que là, il y a un marché, tout le monde est intéressé. Bon, à quoi ressemble cette interface? Et Michael, vous dites que le milieu universitaire n'a pas suffisamment accueilli ces travaux à une échelle que vous aimeriez voir le GIO prendre. Dans le contexte de ce traité sur les pandémies qu'on négocie actuellement à l'OMS, où est-ce qu'on... bon, on essaie de créer un espace pour cette science à la frontière de la science. Bon, nous avons des instituts pour la recherche en santé au Canada. Est-ce que ces instituts, dans leur travail sur les infections et l'immunité, est-ce qu'ils devraient préconiser
des moyens d'exploiter ce potentiel de façon beaucoup plus active. J'aimerais vous entendre parler de choses qu'on ne regarde pas dans l'environnement plus général ou qu'on devrait regarder pour aller exploiter ce potentiel international plus rapidement. Bon, pour savoir qui devrait être responsable au niveau de la gouvernance, je pense qu'on commence à rédiger des règles intéressantes. Bon, c'était en partie là avant la pandémie, mais tout s'est accéléré avec la pandémie. Et c'est la question qui est tout de suite posée quand on fait quelque chose à l'échelle internationale où on veut recueillir des données sur les humains. Bon, le séquençage d'un virus, bon, bon, si c'était un test diagnostique de la FDA, il est considéré comme une séquence humaine. Mais la séquence elle-même est du virus et pas d'un humain. Mais je pense que c'est davantage quelque chose de social. Si on accepte de partager des données sur les anticorps, des données immunologiques, pour moi, ce n'est pas si intrusif si c'est vraiment à l'aveugle. On pourrait même le désagréger et le distribuer à la pièce. Mais il faut surmonter cet obstacle si nous voulons pouvoir travailler ensemble à l'échelle internationale. Mais il y a beaucoup d'exemples où le monde partage bien ces données. C'est une question énorme qui ne relève pas du tout de mon niveau de travail. Bon, vous avez posé aussi une question sur, ah oui, le monde universitaire. Je peux dire de mon expérience d'universitaire que on vit dans le monde des dinosaures de l'argent. L'industrie a beaucoup d'argent et moins d'1% va vers les universitaires. Même dans les grands centres où il y a des grands fonds de dotation, on n'a pas beaucoup d'argent. Et de plus en plus de recherche va aller vers le secteur de la biotechnologie et l'industrie. Pour moi, ça va, mais on perd un peu d'engagement de ce côté-là. Il y a des occasions différentes et on le voit aux États-Unis, les hôpitaux sont ambulatifs et les hôpitaux qui font universitaires qui font beaucoup d'argent. Ils présentent ça de manière à donner l'impression qu'ils ne font pas d'argent, mais ils en font. Beaucoup de gens ont des laboratoires. Les laboratoires sont des atouts extraordinaires. Un laboratoire avec de l'expertise. Et si vous pouvez en utiliser une partie pour générer des revenus, ça peut changer une institution du tout au tout. Je vais donner un exemple où je n'y suis plus. L'Institut Broad. J'ai essayé de travailler sur le PCR à l'époque. Ils ont dit non, non, on ne veut pas générer des revenus. Que des subventions. Je suis allé à l'Institut Broad, j'ai créé un laboratoire de PCR, et 2 ans plus tard, ils avaient fait 2 milliards de dollars. Je n'ai rien vu personnellement, mais 2 milliards de dollars, parce qu'ils ont décidé d'y consacrer les ressources et faire des tests de COVID. Bon, c'est une expérience isolée, mais ça vous montre toute la valeur de ces espaces que plusieurs d'entre nous dirigeons. Bon, je serai bref. Parlez-nous-en dans 5 ans. Maintenant, nous avons la tête baissée en train de travailler sur la preuve de concept et montrer qu'on peut faire ce qu'on dit qu'on peut faire. Donc, bon, on a déjà progressé, c'est sûr. Mais à terme, est-ce qu'on devrait toujours être au NIH à plus long terme? Sans doute que non. On devrait être plus de 2 personnes qui font de la recherche dans un plus grand établissement en s'approchant d'un produit potentiel, on pourra développer des relations.